Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de questions du soir d'été consacré ce soir à l'adaptation au changement climatique. L'État est-il à la hauteur ? On le dit silencieux et invisible, et pourtant le changement climatique l'est de moins en moins. Les nuits, les jours, en mer, en montagne, partout en France et dans le sud de l'Europe, les records de chaleur s'accumulent, on étouffe. Et comme en 2019, comme en 2022 et comme lors des 33 autres vagues caniculaires de ce début de siècle, les reportages décrivent les galères, les fermetures d'écoles ou de chantiers, les astuces aussi, mais aussi parfois les morts causées par la chaleur. Une fois de plus, l'épisode extrême que nous vivons nous met face à la nécessité d'anticiper les effets du changement climatique. Mais sommes-nous correctement outillés pour le faire ? Qui doit s'emparer de l'adaptation au changement climatique et l'État est-il à la hauteur des enjeux que nous traversons ? Ces questions cruciales que l'air assez suffocant de ce soir rend très pratique, vont également animer le Conseil d'État. Pour la première fois de son histoire, la haute juridiction a été saisie d'un recours concernant l'inaction de l'État en matière d'adaptation, et ce malgré le fait qu'en mars dernier, le gouvernement a présenté son plan national d'adaptation au changement climatique, le fameux PNAC, qui nourrit autant d'optimisme que de critiques. Voilà, c'est de tout cela que nous allons parler ce soir, et avec nous pour en débattre, trois invités. Sandrine Lefeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agricultrice, députée Renaissance de la 4e circonscription du Finistère depuis 2017. Et le 20 juillet 2024, vous avez été élue présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. À vos côtés, Jérémy Suissa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur de cabinet à la mairie de Paris et vous êtes désormais le délégué général de Notre Affaire à tous. Et à ce titre, vous avez co-signé une lettre ouverte enjoignant le président de la République et le Premier ministre de renforcer l'action de l'État en matière d'adaptation au changement climatique. Et vous faites partie de ce recours au Conseil d'État qui tente de faire condamner l'État pour manque d'action en matière d'adaptation au changement climatique. On va en reparler tout à l'heure. Et enfin, Adèle Tanguy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse sur les politiques d'adaptation à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci à vous trois d'être avec nous. Voilà pour le programme de questions du soir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. Je trouve que la chaleur, elle devient insupportable. C'est très très dur à gérer, il faut se lever très tôt, il faut s'organiser différemment. Je ne peux pas rester chez moi, je transpire, c'est très très difficile. Ou alors je vais à la bibliothèque. On dort moins que d'habitude, quoi. Il faut arriver à faire des courants d'air et comme il n'y a pas d'air du tout, donc c'est un peu compliqué. Ah là, il fait très chaud déjà actuellement. Dans cette salle de classe, il fait 31 degrés. Et bon, à terme, si vraiment il fait très chaud, on risque des malaises. Là, on va commencer à être dans l'heure critique. De 11h à peu près à 14h, c'est vraiment le pic de soleil où les gens sortent, vont au restaurant, en profitent, mais il fait une chaleur monstre. Ce qui est important, c'est de penser à ce que pourrait être le rafraîchissement des logements, y compris des personnes âgées. Peut-être il y a des moyens de rafraîchissement avec ventilation et avec apport de froid. Des apports de froid simples, des sachets qui permettent, mis dans le congélateur, de rafraîchir le ventilateur pendant un certain temps. Autrement dit, nous avons à portée de la main un vrai travail à faire pour que ces épisodes caniculaires ne touchent pas les plus fragiles. Première question pour vous, Jérémy Suissa, là, après ce florilège de témoignages et un conseil, ce conseil du Premier ministre François Bayrou, rafraîchir, est-ce que c'est cela l'enjeu aujourd'hui ? Je suis un peu surpris, je vais vous dire, par ce sonore, parce que en fait, là, je m'y attendais pas et je suis un petit peu en colère quand j'entends ça. En fait, le Premier ministre d'une des plus grandes puissances mondiales, puisque c'est comme ça qu'on aime à se définir, à définir la France, qui nous explique c'est qu'avec des petits sachets de glaçons qu'on va s'adapter. Alors, je caricature un petit peu, mais il se trouve que c'est un peu les propos qu'on vient d'entendre. Non, très clairement, on n'est pas au niveau, on n'est pas au niveau de ce qu'on sait. Aussi, et c'est ça qui est peut-être le plus rageant, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on sait depuis des décennies, parce qu'il y a des chercheurs qui cherchent et des chercheurs qui trouvent sur le sujet de l'adaptation, des politiques publiques qu'on pourrait mener, et en plus, en colère également, parce qu'on nous objecte régulièrement le prix que ça coûte, ou que ça coûterait,
de faire tout ça. Et la ministre Agnès Pannier-Runacher elle-même reconnaît qu'un euro investi dans l'adaptation au changement climatique, c'est l'équivalent de 8 euros si on doit ensuite s'adapter dans l'urgence face aux crises. Donc, Adèle Tanguy, je le disais, vous observez, vous faites des recherches sur les politiques d'adaptation, justement. Comment est-ce que vous expliquez, là, les témoignages qu'on a entendus sont de hier, ils ont été montés par le réalisateur de l'émission, Vivian Lecuivre, mais ils auraient pu être d'il y a 2 ans, ils auraient pu être d'il y a 3 ans. On a la sensation qu'à chaque fois, l'école est surprise, les métiers du BTP sont surpris, qu'on se réfugie là où on trouve l'ombre, on donne des conseils finalement un peu de bon sens quotidien sans avoir pris réellement la mesure. Comment est-ce que vous expliquez ce sentiment d'impréparation qu'on connaît encore aujourd'hui ? Oui, en fait, c'est vraiment ce que vous dites, cette dimension d'impréparation, parce que quand on parle d'adaptation au changement climatique, on parle du fait d'essayer de diminuer les vulnérabilités et les conséquences des effets du réchauffement climatique, que ce soit actuel et futur. Et donc, ça demande une vraie anticipation de ce à quoi on pourrait faire face aussi dans le futur. Et en fait, là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des réactions qui sont plutôt de l'ordre de la gestion de crise. Donc, les crises nous arrivent, on ne les a pas encore anticipées, en tout cas pas à la mesure de leurs impacts. Et donc, on se retrouve à devoir faire avec les moyens du bord, avec des solutions de court terme. Alors que l'adaptation, c'est réellement cette dimension de se dire comment est-ce qu'on met en place des stratégies qui nous permettent justement de se préparer à long terme et donc de ne pas avoir à rentrer dans cette gestion de crise. Alors des stratégies, il y en a eu. On parlait du plan, du fameux PNAC. Alors c'est le 3e, et on va en revenir peut-être dans quelques minutes plus en détail, Sandrine Lefeur, mais il y a eu des stratégies depuis 2017. Depuis que vous êtes élu député, vous avez témoigné de ces stratégies. Quelles ont été les évolutions ? Est-ce qu'il y a un décalage entre la volonté affichée ou peut-être la volonté réelle du politique et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et la colère que décrivait Jérémy Suissin ? Déjà, je voulais vous remercier d'évoquer ce sujet de l'adaptation climatique parce que c'est assez rare finalement qu'on en parle dans les médias. Et je trouve ça très important parce que moi, depuis que je travaille sur ce sujet, notamment depuis 2021-2022, je demande à chaque remaniement ministériel la création d'un secrétariat d'État à l'adaptation climatique. Et je demande à ce que l'adaptation climatique devienne une fonction régalienne de l'État. Parce que c'est un enjeu de sécurité pour nos concitoyens et on le voit bien encore aujourd'hui. On a quand même des décès à la clé, que ce soit en période de canicule, mais aussi d'inondation ou autre. Donc je trouve ça très important et merci d'évoquer ce sujet. Alors effectivement, depuis 2017, on a pu mettre en place beaucoup de lois qui, pour moi, vont dans le bon sens. Peut-être on peut juger qu'elles ne vont pas assez loin, mais en tout cas qui vont dans le bon sens, mais qui étaient en tout cas beaucoup plus axées et qui avaient pour objectif l'atténuation du réchauffement climatique et clairement pas assez l'adaptation. Alors, faut être précis, faut peut-être expliquer aux auditeurs qu'est-ce que ça veut dire l'atténuation et l'adaptation. Quelle est la différence entre ces deux mots qui sonnent un peu de la même manière ? Alors, l'atténuation, c'est vraiment lorsqu'on va aller chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et l'adaptation, c'est lorsqu'on va adapter nos modes de vie aux températures notamment qui augmentent et on le voit aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis 2017, on a beaucoup axé sur l'atténuation, pas assez sur l'adaptation. Et ce que je peux observer, c'est que ce soit sur les inondations... contre la lutte contre le réchauffement climatique directement. Exactement. Et il y a eu des effets positifs d'ailleurs, puisqu'on voit bien que nos émissions de gaz à effet de serre ont diminué ces dernières années. Donc, on tend à réussir vers cet objectif. Il faut évidemment le poursuivre. Mais l'État aujourd'hui est beaucoup plus dans la gestion de crise. On l'a vu sur les inondations, on le voit aujourd'hui sur la canicule, plutôt que dans l'adaptation. Et ça, pour moi, c'est problématique. Vous êtes en colère vous aussi. Jérémy Suissa parlait de sa colère et il parlait de son endroit, c'est-à-dire en tant que délégué général de Notre Affaire à tous. Est-ce que vous, en tant que député de la majorité vous êtes aux affaires depuis 2017, est-ce que vous êtes en colère ? Est-ce que vous comprenez l'impréparation ? Est-ce qu'il a manqué de temps ? Est-ce qu'il a manqué d'énergie ? Est-ce qu'il a manqué d'argent ? De quoi a-t-il manqué pour qu'on se retrouve dans cette situation encore aujourd'hui ?
Alors en colère, peut-être pas. Aujourd'hui, le gouvernement gère une crise. Et ça, on ne peut pas leur reprocher de le faire. Par contre, effectivement, j'aimerais vraiment que l'enjeu de l'adaptation soit beaucoup mieux pris en compte qu'il ne l'est aujourd'hui. Et pour ça, il y a des enjeux de financement derrière qu'on a du mal à faire aboutir dans les projets de loi de finances au vu du contexte budgétaire dans lequel on est aussi. Jérémy Suissa, pourquoi est-ce que la France, de manière structurelle, semble mal armée pour faire face aux effets du dérèglement climatique? Quelles sont les raisons qui font que dans notre bâti, dans les villes, dans les conditions de travail, le rythme scolaire, on se retrouve avec tant de difficultés face au changement climatique? Je suis embêté pour répondre à cette question parce qu'on nous la pose assez régulièrement, en fait, sur le sujet de l'adaptation comme sur le sujet de l'atténuation dont on vient de parler. Mais en fait, pourquoi on n'agit pas? Pourquoi, alors qu'on est un pays qui a des capacités, qui a des connaissances, qui a des expertises extrêmement riches, pourquoi on n'arrive pas à avoir une vraie action structurelle, visionnaire, etc. Et très honnêtement, à part une grande psychothérapie nationale, je ne sais pas exactement l'expliquer. Il y a un élément qui nous fait peut-être nous écarter un tout petit peu du sujet de l'adaptation, mais qui est un exemple d'actualité que je pourrais mobiliser. La décision publique, aujourd'hui, elle subit un certain nombre de pressions, d'influences, etc., de conflits d'intérêts aussi. Et ce qu'on constate, parce qu'on se bat aussi, nous, bien sûr, là, on évoque aujourd'hui un procès qu'on intente à l'État, et c'est pas le premier. On demande beaucoup à l'État, et on estime que c'est légitime. On demande aussi beaucoup aux entreprises de prendre leur part, et notamment aux grandes multinationales. Et un autre élément de colère, et qui est aussi un élément d'explication du pourquoi on n'agit pas, c'est qu'aussi, il y a tout un tas de grandes entreprises, de lobbies, pour le dire très vite, qui n'ont pas forcément intérêt à ce qu'il y ait des grandes transformations. Et par exemple, une directive avait été votée il y a quelques mois au niveau européen pour que les grandes multinationales soient obligées de se responsabiliser un petit peu sur leurs actions en matière de droits humains et en matière climatique, la fameuse CS3D, et que cette directive-là, aujourd'hui, est entièrement démolie sous la pression des lobbies. Et que notre président, alors même qu'il est président du pays qui a une loi spécialement dédiée au sujet, fait partie des fers de lance pour détruire cette régulation-là. Cette régulation, elle avait été adoptée après un processus démocratique. On connaît le processus européen, 3 ans de discussion, 4 ans, des réunions dans tous les sens. On avait trouvé un point d'atterrissage et les lobbies ont décidé d'accélérer. Et aujourd'hui, cette directive est en train d'être détricotée. Donc parmi quand même les éléments objectifs que je vois sur notre inaction, il y a aussi beaucoup de ces lobbies. Et je crois que sur la question agricole, par exemple, l'action de la FNSEA en ce moment, de la coordination rurale et plus largement des lobbies agro-industriels est déterminante. Vous êtes d'accord avec ça? Ce sont les lobbies avant tout qui freinent l'action en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique? En fait, plus généralement, vous posez cette question de l'inaction et de d'où est-ce qu'elle vient. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il y a eu de l'action sur ce sujet-là au niveau de l'État, parce qu'on a donc ce plan national d'adaptation au changement climatique qui a été publié en début d'année, mais qui n'est pas le premier d'ailleurs. Il y en avait eu un premier en 2011, un deuxième en 2018, qui était assez léger dans le sens où c'était plutôt des listes de mesures qui avaient assez peu de cohérence entre elles au final. Ce troisième plan, il avait la vocation en tout cas de mieux organiser l'action de l'État sur le sujet. Mais l'endroit où ça pêche, c'est le fait que en fait, les mesures qui sont proposées dedans, elles restent encore très incrémentales et elles ne permettent pas ces transformations dont parlait Jérémy Suissa justement. Et le côté incrémental, en fait, c'est le fait de dire que voilà, on fait face à des risques climatiques qui vont augmenter dans le futur. Donc, comment on fait pour modifier à la marge la manière dont fonctionnent nos systèmes, la manière dont on vit aujourd'hui, la manière dont on se déplace, dont sont aménagées nos villes, par exemple. Mais donc, ces modifications à la marge, elles ne sont pas suffisantes parce que, en fait, on parle de 4 degrés à 2100 dans ce plan national d'adaptation au changement climatique, un réchauffement de 4 degrés par rapport aux températures moyennes de l'ère pré-industrielle, c'est finalement des transformations majeures de nos modes de vie.
de l'agriculture, par exemple, des transports aussi. On voit déjà, rien qu'aujourd'hui, qu'on se pose la question de est-ce que les trains doivent continuer à rouler ou pas en période de canicule. Il faut imaginer que dans un monde où, par exemple, les températures seront d'autant plus élevées ou même les sécheresses seront 5 fois supérieures à celles qu'on pouvait connaître il y a quelques années, c'est des transformations vraiment majeures qu'il va falloir penser. Et ça demande aussi une discussion un peu plus large qui ne doit pas se faire uniquement au niveau de l'État, mais s'élargir à toutes les parties prenantes pour qu'on soit en capacité de les réaliser, ces transformations. Mais est-ce que, justement, parce que vous dites, voilà, ça dépasse les frontières finalement de l'État et ça ne peut pas s'y restreindre, mais c'est l'argument qu'il y avait dans la lutte contre le réchauffement climatique. Regardez, nous, on travaille ici en France, on fait ce qu'il faut, on décarbone le plus possible, etc. Mais regardez, nos voisins font moins, etc. Et donc, ça ne sert à rien. Est-ce que, dans le cadre de l'adaptation, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Adèle Tanguy, c'est-à-dire qu'il y a la même tension, la même impuissance? Est-ce que ça ne risque pas d'amener à la résignation aussi dans les politiques d'adaptation, Sandrine Lefebvre? Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'aimerais, lorsqu'on dit qu'effectivement, on entend ça notamment du côté de la droite et de l'extrême droite, en disant que la France ne pèse que très peu de pourcents au niveau mondial dans les émissions de gaz à effet de serre, sauf que ce qui n'est pas pris en compte là-dedans, ce sont toutes les émissions extérieures, donc notamment la production, nos vêtements par exemple, qui viennent souvent de Chine, etc. Donc, toutes ces externalités-là ne sont pas prises en compte. Et ça, je crois que c'est important de les intégrer dans nos émissions de gaz à effet de serre. Je voulais revenir, parce qu'on n'a certainement pas une divergence sur le fond, mais peut-être sur la forme, et notamment sur l'inaction et les causes présumées et les causes de l'inaction. Les causes, qu'est-ce qui freine? Alors, on parle de lobby, on peut éventuellement qui sont d'une réalité, parler de ça. C'est pas, oui. Mais moi, je suis très terre à terre, très pragmatique. Je suis agricultrice et vous donner un exemple très simple. Sur mon exploitation, ça fait longtemps que j'anticipe justement ce réchauffement climatique et je pense qu'une des solutions, il n'y a pas un modèle parfait, mais une des solutions peut passer par l'agroécologie. Pour ça, il faut planter des arbres. Et des arbres, ça prend un petit peu de temps à pousser, donc il faut s'y mettre. Mais vous voyez que le changement d'un modèle sur une exploitation, bien ça prend du temps. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Il y a aussi des enjeux financiers sur les exploitations. Et les agriculteurs, et je peux le comprendre, pensent d'abord à leurs revenus avant de penser au changement de leur modèle. Et donc tout ça prend du temps. Donc je ne crois pas aujourd'hui que les Françaises et les Français ne veulent pas y aller. Je pense qu'on doit être là aussi pour leur montrer le chemin. Comment on opère cette transition. Évidemment, il y a une urgence et il faut vraiment y aller, mais il faut pouvoir embarquer tout le monde, amener tout le monde avec nous, et surtout des gens qui aujourd'hui ne sont pas convaincus, parce qu'il y en a. Il y a des gens aujourd'hui qui sont toujours pas convaincus qu'il faut changer de modèle de société, de changer de modèle agricole. Et ces gens-là, il faut aller leur parler, il faut aller leur expliquer, il faut leur faire des propositions sur des changements de mode de vie qu'on va devoir opérer dans les années à venir. Mais alors, comment vous faites pour les convaincre? Parce que c'est aussi votre rôle en tant que député. Écoutez, aller discuter avec des agriculteurs bio, c'est très bien. Je me sens très bien d'aller échanger avec eux, mais c'est pas vraiment ça qui va faire bouger les choses. Moi, ce que je préfère, c'est d'aller discuter justement avec des agriculteurs qui peut-être ont peur de passer à des modèles différents, qui ont des freins, comprendre les freins, pouvoir les lever. Et on voit bien que le frein principal, c'est bien le revenu. Et l'incertitude sur le revenu, c'est Jean Covici qui a fait une étude de Shift Project qu'il va sortir, qu'il a présenté justement, je l'ai fait venir en commission du développement durable, il a présenté ça. Et les agriculteurs disent bien que demain, si le revenu est garanti, ils sont en capacité de changer de modèle agricole. Donc c'est possible et il faut les embarquer. Jérémy Suissa. Je veux bien réagir là-dessus parce qu'on est très d'accord. C'est cette transformation de modèle et on va y arriver, on va être contraint d'y arriver. Simplement, c'est la question de savoir si on veut le subir ou si on veut le piloter et si on veut l'organiser au mieux pour les agriculteurs et les agricultrices. Et je suis d'accord, c'est très vrai, ça prend du temps. Et plus on traîne et plus on tarde et plus c'est violent. Et les agriculteurs et les agricultrices qui sont déjà dans des situations dramatiques, moins on répond à cette question de la transformation de notre agriculture et plus
on les projette dans le mur de plus en plus fort. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce qui vaut pour l'agriculture vaut également pour la politique des villes, etc. Exactement, mais c'est un exemple intéressant, comme il fait l'objet de beaucoup de débats en ce moment. C'est très bien de prendre cet exemple-là. Le principal texte qui est en discussion aujourd'hui, à savoir la proposition de loi Duplon, ne traite pas de la question des revenus, ne traite pas de la question de la santé. Et quand vous interrogez des agriculteurs et des agricultrices, sondage d'opinion, ce qui ressort en premier, c'est la santé, ou plutôt le revenu, et la santé, la leur et celle de leurs proches. Mais est-ce que ces moments d'événements extrêmes, ces moments de ressenti du changement climatique, ce que j'essayais de dire en introduction de cette émission, sont des accélérateurs d'adaptation? Est-ce que ce sont des moments où on gagne, où vous gagnez du terrain en quelque sorte sur aller convaincre, mettre en place certaines politiques publiques qui... Je vous en prie. C'est important que vous souleviez le sujet parce qu'en tout cas pour ma part, à titre personnel, il y a quelques années, j'étais persuadé que le jour où les effets du changement climatique deviendraient très tangibles pour nous dans nos vies quotidiennes en France, il y aurait une sorte de grande prise de conscience généralisée. Or, ce qu'on voit en parallèle de ces éléments climatiques qui s'accélèrent en France et de leurs impacts, c'est qu'en réalité, on est face au plus grand recul écologique et climatique depuis 10-20 ans. Donc c'est vrai que c'est assez stupéfiant et donc ça veut dire que ça ne suffira pas, cette évidence quotidienne aujourd'hui pour 62% des Français, ce sont les chiffres du gouvernement qui sont concernés par ces impacts du changement climatique, ne suffit pas à elle seule à ce que l'action publique s'adapte. Le pic des 40 degrés ne suffit pas, Adèle Tanguy? Alors c'est vrai que ça permet de faire prendre conscience en tout cas que c'est réel. Et que les conséquences du réchauffement climatique sont là, mais vont aussi s'accélérer. Mais il y a un enjeu aussi à justement à garder ça en tête dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et en fait, là, on voit vraiment une sorte de panique qui mène à mettre dans le débat des solutions qui sont des solutions de court terme et pas forcément toujours les bonnes. On a beaucoup entendu parler de la climatisation aujourd'hui et ça nécessiterait un débat un peu plus large et de pouvoir prendre le temps aussi de ces questions-là. Et c'est ce que disait Sandrine Lefeur, finalement. Si on prend des décisions trop dans la presse, on risque de prendre les mauvaises décisions. Et sur le sujet de l'agriculture, c'est très vrai aussi que finalement, il faut replacer chaque acteur dans son rôle. L'État qui a cette responsabilité de donner les grandes orientations, clarifier en termes de loi, de réglementation, en termes de moyens qui vont être attribués à ces sujets-là, ce que ça peut donner. Mais ensuite, c'est les acteurs aussi sectoriels, par exemple les chambres d'agriculture, les acteurs au niveau des filières agricoles, qui doivent aussi penser la manière dont vont se faire les transformations, par exemple dans le milieu de l'agriculture. C'est les collectivités locales sur les questions de planification urbaine, d'aménagement urbain. Et donc, finalement, c'est la mise en mouvement de tous ces acteurs-là. Il faut qu'elle se fasse dès maintenant, mais il faut aussi prendre le temps de la décision. Et si on se dit que il faut s'adapter dans la presse et avoir un plan, une stratégie prête dans les prochaines semaines parce qu'on fait face à une canicule maintenant, ça risque plutôt de mener à des réactions, à des décisions de court terme, comme un déploiement massif de la climatisation, au détriment de solutions un peu plus qui n'est pas souhaitable, Adèle Tanguy, non, mais peut-être il faut préciser, parce que ça a été une des propositions politiques qui a été faite aujourd'hui. C'est un grand plan de climatisation pour tous les Français, c'est-à-dire une politique du rafraîchir tout le monde. Alors, la question, en fait, c'est pas tant est-ce que la climatisation est bonne ou pas, et ce plan de déploiement massif de la climatisation, c'est en fait mettre de côté plein d'autres solutions plus structurelles, comme par exemple ramener de la végétalisation en ville, créer des trames vertes et bleues pour ramener de la fraîcheur, penser aussi la manière dont s'organisent les journées de travail, penser la manière dont s'organisent les solidarités. Donc, par exemple, s'il y a des espaces rafraîchis, est-ce qu'on peut donner un accès à ces espaces-là aux personnes sans abri, aux personnes les plus vulnérables? Donc, c'est toutes ces solutions un peu structurelles qui sont à penser. Mais après, dans un monde qui se réchauffe, c'est vrai que, par exemple, c'est difficile de penser des hôpitaux ou des EHPAD sans climatisation. Donc, finalement, c'est le sujet de l'adaptation, c'est aussi être en capacité de mettre en mouvement toutes ces solutions-là
Et le problème de la climatisation, c'est qu'il y a plein d'effets négatifs, que ce soit sur l'atténuation, donc l'émission de gaz à effet de serre, que ce soit sur le rejet de chaleur en ville. Et donc, en fait, c'est une solution qu'il faut minimiser au plus possible et l'utiliser que dans des cas où c'est vraiment nécessaire. Sandrine Lefeur, on en a déjà parlé, Adèle Tanguy l'a évoqué, notre fameux plan national d'adaptation au changement climatique. Est-ce que vous voulez bien avoir la générosité de le résumer, juste pour qu'on puisse comprendre quels sont les principaux points, les principales ambitions de ce plan ? Je vais vous le résumer, mais j'aimerais avant revenir sur cette prise de conscience des Français très rapidement, en donnant un exemple. Je pense que les Français prennent conscience des enjeux de l'adaptation et de l'atténuation aujourd'hui, mais il faut leur faire des propositions. Je vais prendre l'exemple de la mobilité. Aujourd'hui, les Français, ce qu'ils veulent, c'est se déplacer librement. C'est pas avoir la voiture. C'est pas se déplacer en voiture, c'est avoir des propositions pour pouvoir se déplacer librement. Et donc, dans notre approche de la mobilité qui est faite, il faut avoir une approche systémique pour leur permettre d'avoir accès à un déplacement, quel qu'il soit, que ce soit du bus, du vélo, de la marche à pied, peut-être des voitures, mais avec cette approche systémique. Est-ce que ça fait partie du plan national d'adaptation, là ? Eh bien, justement, sur ce plan, alors pas cette mesure précisément, mais moi je travaille dessus avec Forum Vie Mobile. Mais ce plan national d'adaptation au réchauffement climatique, il a 5 axes, avec un premier axe qui vise vraiment à protéger la population. Le deuxième axe, c'est assurer la résilience des territoires et des infrastructures. Le troisième axe, qui est adapter les activités humaines, donc ça a été évoqué. Le quatrième, c'est protéger notre patrimoine national et culturel. Et puis le cinquième, c'est mobiliser les forces vives de la nation. Donc on voit bien qu'on a, et je salue le travail d'Antoine Pellion, un PNAC qui est réfléchi, qui a été pensé avec un scénario pessimiste, puisqu'on est à plus 4 degrés à la fin du siècle. Et donc, ce plan-là, il va falloir le mettre en œuvre, le mettre en action et à travers les projets de loi de finances, réussir à le financer. Les actions, elles sont déclinées, ça peut être du législatif, du réglementaire, mais il va falloir qu'on puisse vraiment les mettre en œuvre. C'est avant tout des ambitions trop sans budget, c'est ça pour vous, Jérémy Suissa ? Je vais vous citer, je vais vous faire une citation. La France n'est pas encore prête à faire face aux impacts du changement climatique. Les actions prévues dans le PNAC 3 restent très insuffisantes. C'est pas notre affaire à tous qui le dit, c'est pas l'affaire du siècle qui le dit, c'est le Haut Conseil pour le climat. Voilà, donc c'est pas un propos globalement militant. Bien sûr qu'on a des positions fortes, mais voilà, effectivement, dans ce plan, il y a un élément intéressant, c'est que les principaux risques sont très bien identifiés. Et vous citiez Antoine Pellion, il y a tout un tas de fonctionnaires en France, d'instituts qui travaillent très bien et qui connaissent très bien ces sujets. Maintenant, il leur manque la volonté politique d'aller vraiment déployer ces sujets avec des budgets. Et aujourd'hui, sur plus de 300 mesures, il y en a à peine 48 qui sont financées. France Culture, question du soir. Matteo Caranta. Nous sommes les sinistrés climatiques. Et aujourd'hui, nous attaquons l'État français en justice. Notre objectif est clair. Forcer l'État à nous protéger face aux risques climatiques. Nous sommes les premiers à mener ce recours dans l'Union européenne. Comme des millions d'autres en France, nos vies ont été bouleversées par le dérèglement climatique. Nous faisons face aux inondations, aux vagues de chaleur, au manque d'eau, à la sécheresse qui fissure nos maisons. Parfois, à tout ça en même temps. Depuis des années, nous nous mobilisons et nous demandons de l'aide. Mais face au manque de solutions concrètes, parfois même à l'indifférence des responsables politiques, nous avons décidé d'unir nos forces et de demander à l'État de prendre ses responsabilités. Voilà, vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée ce soir, vous l'aurez compris, aux formes et aux acteurs de l'adaptation au changement climatique, en compagnie de Sandrine Lefeur, députée Renaissance de la 4e circonscription du Finistère, d'Adèle Tanguy, chercheuse sur les politiques d'adaptation à l'IDRI, et de Jérémy Suissa, délégué général de notre affaire à tous. Et nous venons de l'entendre, et vous l'avez certainement reconnu, Jérémy, la bande sonore du message d'annonce au recours que vous avez porté au Conseil d'État pour faire condamner l'État dans son inaction à l'adaptation. Je suis en train de m'en mêler les pinceaux, pour faire condamner l'État sur la question du manque de politique d'adaptation au changement climatique. De quoi s'agit-il ? Alors, d'abord, juste pour préciser, notre but, c'est pas de faire condamner l'État. Notre but, c'est de faire agir l'État beaucoup plus résolument qu'il ne le fait actuellement. Et pour ça, ça peut passer par
par une condamnation par le Conseil d'État. On parlait tout à l'heure d'atténuation, c'est-à-dire comment on diminue nos émissions de gaz à effet de serre. On avait fait un premier procès qui avait eu beaucoup de retentissement qu'on avait appelé l'affaire du siècle. Et donc, les organisations que nous sommes, notre affaire à tous, Oxfam et Greenpeace, on a eu conscience qu'il fallait aujourd'hui agir aussi sur la question de l'adaptation, et notamment quand on a vu un certain nombre de personnes se mobiliser pour leur situation individuelle en tant que sinistrés. Alors, il y a 14 sinistrés climatiques qui portent plainte avec vous. C'est quoi qui sont les sinistrés climatiques? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont leurs situations? Est-ce que vous avez un ou deux exemples que vous voulez bien nous donner? Je peux vous donner deux exemples intéressants. Par exemple, celui de Jean Raoul, qui, lui, habite dans une bouilloire thermique et qui est atteint d'épilepsie. Il se trouve que quand vous êtes épileptique ou quand vous avez un certain nombre de handicaps, les fortes chaleurs peuvent avoir un impact encore plus fort sur votre santé, y compris d'ailleurs en ce qui le concerne, sur sa capacité à assimiler ses médicaments. Ça, c'est un premier exemple. Il habite dans une bouilloire thermique. C'est aussi l'exemple de Marie, qui habite au Lilas et qui, elle, a vécu ce qu'on appelle un retrait-gonflement des argiles, c'est-à-dire qu'un jour, elle est rentrée de vacances et sa maison était en train de s'effondrer. Depuis, elle n'a plus le droit d'habiter dedans. Elle n'a pas été prise en charge par les assurances. Elle doit rembourser son crédit et elle doit aussi se loger ailleurs. Aujourd'hui, c'est plus de 10 millions de maisons individuelles qui sont concernées par cet effet de retrait-gonflement des argiles. Voilà pour vous, c'est à l'État de répondre à ces situations? Absolument. Quand vous devez adapter les appartements des personnes qui vivent dans des bouilloires thermiques, quand vous devez, je ne vous ai pas cité d'exemple, mais j'aurais pu accompagner des agriculteurs et des agricultrices, on en a parlé, à faire face aux catastrophes climatiques, aux pertes de récoltes, mais aussi, et c'est ce qu'on aimerait, à la transition de modèle, parce que c'est à ça que devrait servir, par exemple, la politique agricole commune. Oui, tout ça, c'est des responsabilités de l'État, et y compris, j'ajoute simplement, dans les discussions avec les assureurs, qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous pour les sinistrés. C'est à l'État de pallier à ces problèmes, Sandrine Lefeur? Oui, je voulais réagir parce que dans le cadre de la Commission du développement durable, on a également auditionné les assurances et les assureurs. Et c'était très intéressant parce que moi, je pensais que ce modèle allait arriver à bout de souffle au vu des aléas climatiques en agriculture, au vu du retrait-gonflement des argiles, au vu de plein de catastrophes. Et en fait, ils se préparent et ils sont prêts à faire face à tout cela. Et on voit bien que les Françaises et les Français, notamment, acceptent des augmentations de cotisations assurantielles pour pouvoir se protéger de cela. Donc, certes, l'État doit accompagner, et c'est un petit peu le principe qu'on a sur l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a une part de l'État qui vient en aide aux agriculteurs, et puis on a aussi mis en place une part assurantielle pour que cette responsabilité soit aussi partagée. Et on le voit bien, l'État ne pourra pas de toute façon assurer seul, et I4C a fait des études très intéressantes sur ce sujet. L'État ne pourra pas assurer seul cette adaptation climatique, ces aléas climatiques, et donc ça doit être partagé entre le public et le privé, et le système assurantiel doit jouer son rôle. D'ailleurs, dans le PNAC, on préconise aussi le renforcement du fonds Barnier, etc. Donc, on voit bien qu'on a des moyens d'agir. Moi, j'étais inquiète, je pensais qu'ils allaient être remis en cause, mais finalement, les acteurs se préparent quand même à tout cela. Adèle Tanguy, c'est une bonne méthode d'attaquer l'État en justice pour le contraindre à agir, selon vous? Alors, sur cette question de la responsabilité de l'État, et donc de savoir si c'est l'État, en fait, qui doit prendre des responsabilités ou si c'est d'autres acteurs, c'est pas un choix unique, en fait, c'est tous les acteurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette responsabilité de l'État de guider l'action, de donner des orientations. Mais on voit, par exemple, dans le plan national d'adaptation au changement climatique, qu'il y a aussi une forte importance donnée à la territorialisation, en montrant que en fait, l'adaptation, c'est aussi un sujet, et avant tout un sujet local, et que donc les choix d'adaptation doivent se faire au niveau local. Donc c'est quelque chose... Est-ce que par exemple, il aurait été plus intéressant pour notre affaire à tous et les ONG, il y a, citons-les, Greenpeace et Oxfam et les 14 sinistrés écologiques, qu'ils se tournent vers multi-plaintes, plusieurs plaintes vers les territoires plutôt que vers l'État, c'est ça que vous dites? Et c'est justement là où je venais en venir, où en fait cette responsabilité
que l'État remet en partie sur les échelons territoriaux, du local au régional, avec notamment des COP territoriales qui doivent être menées sur le sujet de l'adaptation, donc sur le modèle des COP internationales qu'on a sur le climat, mais pour discuter justement de ces choix d'adaptation dans les territoires. En fait, ce report de responsabilité, il se fait malheureusement en grande partie sans moyens supplémentaires, et donc en fait beaucoup de collectivités se retrouvent coincées en fait en étau parce que avec des budgets en diminution, c'est aussi des choix qui doivent être faits et qui sont souvent plus difficiles. Donc, par exemple, je discutais avec une mairie qui souhaitait rouvrir une rivière, en fait, dont le centre-ville était traversé par une rivière et qui fait face à des inondations récurrentes depuis les années 80, mais qui sont de plus en plus régulières ces dernières années et qui arrivent presque tous les 2 ans maintenant. Donc c'est très compliqué en termes d'indemnisation, par exemple, pour les commerces de centre-ville, même pour les habitants. Et donc la mairie réfléchissait à rouvrir cette rivière. C'est un choix qui représente un coût important, qui peut parfois être difficile à justifier vis-à-vis aussi de commerçants qui se disent que si on enlève les parkings en face de leur commerce, potentiellement ça va avoir moins d'attractivité. C'est un choix qui se fait au détriment parfois d'autres priorités. Et en plus, face à des reculs politiques, par exemple sur le zéro artificialisation nette, cette municipalité, elle se sent finalement assez peu soutenue dans ses décisions et dans ses arbitrages qu'elle essaye de faire en faveur de l'adaptation. Donc la question, c'est pas tant qui a la responsabilité, mais comment les différentes responsabilités et différents rôles réussissent ou pas à s'articuler. Jérémy Swissa, vous souhaitez réagir, mais sur cette échelle de responsabilité. Absolument. Absolument. Et puis ensuite, Sandrine, les citoyens doivent agir, les entreprises doivent agir, les collectivités doivent agir, l'État doit agir. Mais dans tout ce panel, et j'en oublie certainement, dans tout ce panel, il y a un acteur qui est au cœur et qui a un pouvoir de contrainte sur tous les autres. C'est l'État. Et par ailleurs, qui a la main aussi sur l'argent. Donc l'État s'est notamment délesté d'un certain nombre de compétences. Et donc on explique aussi que du coup, pour le bien, pour la décentralisation, c'est mieux que ce soit géré aussi en local. Et je voudrais juste m'arrêter une seconde sur la situation des Outre-mer, parce que c'est un élément important aussi de notre contentieux, la situation de l'accès à l'eau dans les Outre-mer. La compétence de l'eau, aujourd'hui, appartient aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, il y a le projet de loi de refondation de Mayotte qui est présenté à l'Assemblée, et Mayotte qui connaît de réels problèmes d'accès à l'eau. À Mayotte, il y a certaines périodes où vous avez de l'eau 8 heures tous les 3 jours. Et l'eau qui coule au robinet, elle est marron. Il n'y a pas qu'à Mayotte qu'il y a des problèmes d'eau, il y a aussi en Guadeloupe. Et il y a un rapport parlementaire qui a estimé que la remise aux normes des installations hydrauliques de l'accès à l'eau potable en Guadeloupe, c'est 1 à 2 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut sincèrement imaginer que la collectivité de Guadeloupe peut investir 1 à 2 milliards d'euros toute seule? C'est pour ça que vous pouvez retourner l'équation dans tous les sens, et y compris pour les assureurs d'ailleurs. Les assureurs, à un moment donné, ils vont aussi avoir besoin que l'État leur mette une petite tape dans le dos pour se mettre à avancer. Et c'est intéressant parce que vous nous expliquiez, Madame Lefeur, que les assureurs, vous les sentiez prêts à agir. 67% des Français sont aussi prêts à modifier, nous disent qu'ils sont prêts à modifier leur quotidien face à ça. Donc en fait, en réalité, ce qui manque, c'est une vraie proposition politique pour que tout le monde avance. Sandrine Lefeur. Je voulais réagir parce que sur les Outre-mer, vous avez complètement raison. Il y a une inégalité de traitement par rapport à ces territoires-là qui sont en première ligne d'ailleurs sur l'adaptation climatique. Mais sur la territorialisation du PNAC, moi je voulais m'inscrire un petit peu en faux lorsqu'on dit que les moyens ont baissé, parce que nous on a quand même mis en place, justement, on a effectivement délégué la mise en œuvre de l'adaptation au territoire, parce que moi je pense que c'est le bon échelon pour le faire, c'est très important. Mais on a mis en place tout ce qui est fonds friches, fonds verts, on a augmenté la DETR, on a des fonds de l'ADEME, on a des fonds de l'Agence de l'eau, on a des projets alimentaires territoriaux, on a le plan vélo. Donc tout ça, ce sont des financements État qui viennent accompagner les territoires dans l'adaptation au réchauffement climatique. Ces fonds-là, évidemment, on le voit bien, sont un petit peu remis en cause aujourd'hui. Et on est dans une période budgétaire qui n'est pas propice à l'écologie. Je rappelle quand même que les crédits pour l'écologie ont baissé de 14% dans la loi de finances 2025 élaborée par le gouvernement Bayrou. Oui, et il n'y a pas que l'écologie, mais effectivement, et c'est pour ça que moi je plaide pour que l'adaptation climatique soit une fonction régalienne de l'État et qu'on puisse sanctuariser des budgets, ça c'est très important. Mais je voulais juste rajouter qu'il y a une grosse modification fiscale à opérer.
Et on parlait de l'exemple de la zéro artificialisation nette, c'est un très bel exemple. Moi, Autre exemple de détricotage en cours du gouvernement actuel, en tout cas des députés, des groupes soutiens du gouvernement actuel. Du Parlement, dans sa composante actuelle. Vous aurez remarqué que je ne suis pas en accord avec ça. J'ai d'ailleurs déposé une proposition de loi transpartisane sur la transition foncière dans laquelle il y a des modifications fiscales. Je prends un exemple, la taxe d'aménagement. Aujourd'hui, des constructions neuves, sur des constructions neuves qui utilisent des terres agricoles, les 50 premiers mètres carrés sont exonérés de taxes d'aménagement. Ça, c'est pas possible. Quand on veut valoriser la rénovation, la réhabilitation, qui coûte plus cher, il faut opérer à des modifications fiscales pour permettre aux élus locaux de pouvoir avoir des ressources et donc de réorienter leurs projets de construction, de reconstruction, de rénovation et de réhabilitation. J'ai fait avec Constance de Pellichy une grande mission d'information sur ce sujet. Nous avons plus de 20 propositions avec notamment de fortes propositions fiscales pour aller dans le sens de la zéro artificialisation nette et pas de l'artificialisation à outrance de nos terres agricoles. Adèle Tanguy, avec ce type de recours, on a l'impression que c'est le droit, que c'est la justice qui va contraindre le politique. Et Jérémy Swissa nous disait, au fond, le problème, c'est le manque de volonté politique. Est-ce qu'on va arriver à un stade où finalement, ce ne sera plus le politique qui sera moteur des politiques d'adaptation, mais indirectement la justice, le droit qui vont, par des contraintes, par des mesures, par des condamnations, obliger le politique à agir? Je voulais juste réagir sur les moyens du PNAC rapidement. Et vous me répondrez après à cette question rapidement. Et je réponds après. On arrive à d'où vient l'action. Mais alors, c'est vrai que dans le plan national d'adaptation au changement climatique, il y a des crédits supplémentaires, que ce soit du Fonds vert, par exemple, ou autres, qui sont alloués à l'adaptation. Mais le problème, c'est que ça, c'est dans un contexte d'enveloppes budgétaires totales qui sont diminuées. Et donc, c'est assez dommage parce que finalement, on se retrouvait avec un message assez fort sur l'adaptation, de dire que ce n'était pas un renoncement par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, le fait d'allouer plus de crédits à l'adaptation dans une enveloppe totale qui diminue, ça rogne forcément sur d'autres priorités. Et donc, on se retrouve finalement à remettre l'adaptation et l'atténuation dos à dos et à ne pas améliorer l'action dans son intégralité, mais à devoir à nouveau faire des choix. Et sur la question de où vient l'action et qui va contraindre finalement, c'est vrai que c'est une question intéressante, cette question du recours. Je serais intéressée de voir, par exemple, dans quelle mesure est-ce que ça va jouer sur l'inscription de la trajectoire 4 degrés en 2100 dans la loi qui pourrait être justement discutée et qui est pour l'instant, au niveau politique, c'est assez frileux pour cette inscription-là. Donc, à voir justement... Parce que l'inscription dans la loi contraindrait plus les politiques à tenir. Jérémy Swissa, c'est ça, pour qu'on comprenne bien? Absolument. Et d'ailleurs, je voulais vraiment rebondir parce que les juges ne sortent pas des principes de leur chapeau. Ils ne prennent pas des décisions en fonction de leurs convictions personnelles. Ils s'appuient sur des textes qui ont été votés par le législateur. En l'occurrence, là, sur le PNAC, nos instruments de contestation, juridiquement parlant, c'est la Charte de l'environnement. Et la Charte de l'environnement, ce n'est pas José Bové, c'est Jacques Chirac. Donc, ce n'est pas un illuminé zadiste. Et c'est aussi la loi européenne sur le climat. Voilà. À quelle date est-ce que sera rendu l'avis du Conseil d'État ? Écoutez, on a eu 2 ans à attendre pour l'affaire du siècle. On peut espérer peut-être 2 ans ou un peu moins pour celle-ci. Eh bien, rendez-vous dans 2 ans, en tout cas, pour cette affaire-là. Merci à vous 3 d'être venus parler de politique d'adaptation. Jérémy Swissa, je rappelle que vous êtes délégué général de Notre Affaire à tous. Sandrine Lefeur, députée Renaissance de la 4e circonscription du Finistère. Et Adèle Tanguy, chercheuse sur les politiques d'adaptation à l'IDRI. Aujourd'hui, c'était Paul Weinharter à la préparation, Aloïse Guérin à la programmation. Merci également à toute l'équipe, Théa Corler, Ali Chavarin, Maud Yaïch, Vivian Lecuivre à la réalisation, à la technique ce soir, Anthony Thomasson. Quant à nous, rendez-vous demain, même heure, même studio de la Maison de la Radio pour une autre question du soir consacrée cette fois-ci aux violences à l'école alors que sera rendu le rapport de la commission d'enquête parlementaire créée suite à l'affaire Betaram. En attendant, très bonne soirée et à demain sur France Culture.